Oui, bonjour à toutes et à tous. Pardon pour ce petit retard dans le démarrage de ce séminaire Agir, action de la gouvernance initiée par la recherche, que nous avons lancé il y a maintenant 3 ans et demi, qui a pour thème aujourd'hui intelligence artificielle générative, chatbot, tuteur et étudiant, what's next. Donc l'idée de base est de faire le point sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les questions qui nous concernent au plus près à l'enseignement supérieur et à la recherche. Le séminaire Agir, il a pour objectif de faire venir des chercheurs qui travaillent sur des questions qui concernent de très près les questions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça va des questions de la transition écologique, en passant par des questions d'organisation de la recherche, de financement de la recherche, jusqu'à des questions très pratiques comme l'optimisation des flux lorsque on a des problématiques pendant la période Covid. On a été beaucoup aidés par les chercheurs du LAMSAD en particulier, pour fluidifier les flux au restaurant administratif. Donc voilà, on considère que la recherche a un but majeur, évidemment, c'est d'ouvrir l'université et de contribuer au débat avec la société, mais c'est aussi d'éclairer les choix de gouvernance d'une université comme celle de Paris-Dauphine PSL. Et nous avions lancé un groupe de travail qui a été animé par Pierre Laniret il y a plus d'1 an maintenant, et qui a donné des résultats sur un certain nombre d'actions concernant l'impact de l'IA sur la pédagogie. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de donner la parole et de bénéficier du savoir de Justine Cassel, qui est à ma gauche, directrice de recherche à l'INRIA, et qui est Dean's Professor à Carnegie Mellon University. Les discutants de ce thème sur l'impact de l'IA, c'est Jamal Latif, qui est connu ici et partout pour être un spécialiste de l'intelligence artificielle, reconnu, et en outre, il tient la fonction de vice-président numérique de l'université. Pierre Laniret, qui est délégué à l'innovation et à l'accompagnement pédagogique de l'université Paris-Dauphine, et Mathias Manot, directeur du Centre d'innovation pédagogique de l'université PSL. Heureusement que vous êtes une femme, comme ça on n'a pas trop de problèmes de parité, parce qu'on a 3 hommes pour discuter. Et heureusement que la principale intervenante est une femme. Je pense que je peux y faire face. Voilà, je vous laisse d'expertise, bien sûr. Ouais. Mais non, je voulais parler de parité, parce que on est un peu trop masculin dans ce... Alors, habituellement, on fait attention à bien répartir la parité homme-femme, mais là, bon, on a plus de difficultés. Et je suis très heureux de vous laisser la parole pour nous présenter vos réflexions pour une vingtaine de minutes, et puis ensuite d'ouvrir la discussion avec vos discutants et avec la salle qui est très, très présente à distance aussi, et pas seulement en hybride. On avait commencé ces séminaires en forme webinar, mais on est passé à une forme hybride plus sympathique, pour que ceux qui souhaitent participer soient présents. Et donc vous aurez aussi des questions que Florence Violin reprendra à son compte, qui est notre DGS, qui a l'habitude de faire ça aussi, pour synthétiser les questions posées dans le fil de conversation de cette réunion. Merci beaucoup, vous avez la parole. Merci à vous. Et beaucoup plus important que le genre, c'est la taille. J'aimerais bien être un petit peu plus haute, mais c'est pas possible. Oui, ça ne monte pas. Bon, alors vous allez peut-être pas très... Ah, c'est plus haut? Non, je pense que c'est la même chose. Non, il est un peu plus haut. Ah, il est un petit peu plus haut? Bon, beaucoup mieux. Ouais, voilà. OK. Pourquoi aujourd'hui? Donc, pourquoi le sujet d'IA nous importe aujourd'hui? C'est la question qu'on va se poser, et puis je vais essayer de vous éclaircir un petit peu des différentes optiques du passé, du présent et évidemment de l'avenir. Peut-être une manière inattendue de penser de l'IA comme partenaire dans l'éducation et non pas comme expert. Donc maintenant vous savez tout, si vous voulez partir maintenant, vous avez l'essentiel. Donc, on parle énormément d'IA et éducation. Cette citation est importante. Présentement, il existe un écart entre le monde scolaire et le reste de la société. La société évolue et prend un virage numérique,
à un rythme que les écoles peinent à suivre. Si l'IA prend de plus en plus de place dans nos vies quotidiennes, est-ce que l'école pourra se permettre d'en faire abstraction? Ça parle des écoles et non pas des facs, mais je pense que le sujet est identique, la problématique est identique pour la fac. Je pense que je vais rester sur... Voilà. Mais ce n'est pas nouveau. Les craintes et les espérances du rôle que joue la technologie dans l'éducation est en effet très, très ancienne. Socrate a beaucoup écrit sur le malheur qu'amenait l'écriture à l'éducation. Il était contre l'écriture. Rousseau disait que le livre était le flot de l'enfance. Il a dit même « je haïs les livres ». Et puis, dans les années 30, on lisait que la radio allait remplacer les enseignants. Et il disait que la radio avait essayé d'enseigner, ça n'a pas marché. Et beaucoup plus récemment, que les calculatrices allaient détruire les maths. On lit énormément de citations de ce type, beaucoup dans les podcasts et les blogs d'enseignants qui ont peur de ce qu'eux vont devenir dans l'ère de l'IA. Donc ici, c'est une enseignante qui dit qu'elle a peur d'être remplacée par un robot. Mais ce n'est pas seulement les craintes qui nous submergent, c'est également un enthousiasme, ce que j'appellerais un sur-enthousiasme. Donc en 1870, on a lu que le phonographe allait remplacer les enseignants. 1920, la radio allait rendre obsolète l'écriture et la lecture. Et la télévision, en 1940, allait révolutionner l'éducation. Les enfants allaient apprendre plus dans 1 heure que ce qu'ils apprenaient pendant une journée entière à l'école. Et c'est une enseignante qui a mis sur son blog cette image que l'intelligence artificielle allait avoir un impact foudroyant et positif sur l'éducation. Mais lorsqu'on lit la presse aujourd'hui, cet enthousiasme prend une tournée que je trouve dangereuse. On lit « Les élèves peuvent maintenant apprendre ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et surtout au rythme qui leur convient. Les élèves pratiquent à leur propre rythme en comblant d'abord leurs lacunes et puis en accélérant leur apprentissage. Les technologies de l'information et de la communication sont intégrées dans les programmes pédagogiques pour démocratiser l'accès au savoir dans une société de connaissances. Si seulement. Parce que ce mythe de la personnalisation qu'on trouve partout est, selon moi, dangereux. Parce qu'il est encore de nos jours impossible que les nouvelles technologies permettent les analyses individuelles des élèves en une fraction de temps et peuvent aider les enseignants à personnaliser l'apprentissage de chacun. Vous le pensez peut-être vous-même, mais ce n'est pas vrai de nos jours. Il faudrait des données des centaines de milliards d'élèves à noter parce que le self-supervision pour ce genre de données n'existe pas encore. On commence juste à voir la quantité nécessaire. Et si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien ici à la plus grande base de données sur l'éducation à noter, qui permet l'analyse par toutes et chacun. Tous les chercheurs peuvent s'inscrire sur ce site pour faire des analyses et pour utiliser ces analyses pour améliorer l'éducation. Mais ces données sont, comme je l'ai dit, annotées. Quelqu'un est passé par chacun de ces données pour dire de quoi il s'agissait. Donc, ça, c'est un des problèmes. Un deuxième problème, c'est ce qu'on appelle en informatique, en deep learning, le problème du cold start, le démarrage à froid. Ce qui signifie que les premières étapes, où est-ce qu'on commence avec un étudiant donné? Si l'école d'un
serait possible, ça voudrait dire que tout de suite, on a une connaissance de cette personne et comment cette personne apprend. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, en fait, ces promesses d'école d'une seule personne n'arrivent pas à démarrer avec une connaissance de la personne. Et donc, ils utilisent des caractéristiques des plus impersonnelles, l'âge, le genre, le statut socio-économique, les notes sur des tests récents. Et tout ça, malheureusement, provient d'une fausse notion qui est encore malheureusement crue par beaucoup de personnes, la notion de style d'apprentissage, qu'il y a des étudiants qui apprennent mieux par le visuel, mieux par l'auditif, mieux par le kinesthésique. Et ça a été démenti il y a 20 ans et ça continue d'être démenti. Si ça vous intéresse, c'est également Ken Kadinger, dont j'ai donné le lien en bas, qui en parle. Donc, on va parler quand même du rôle de l'IA. C'est pas que c'est pas utile, c'est très utile. Mais au lieu de personnalisation, je l'appellerais l'adaptivité. Comment adapter l'enseignement aux étudiants. Un des problèmes avec cette notion d'apprendre par l'IA, c'est que ça laisse l'étudiant seul face à l'IA. Et de plus en plus d'études ont montré, en se basant sur le comportement des étudiants face au MOOC, que les étudiants font de très mauvais choix. Ils croient, par exemple, que lire ou regarder suffit pour apprendre. Et ce n'est pas le cas. Et ici, vous voyez une étude qui montre que la plupart des étudiants face au MOOC choisissent soit de lire, soit de regarder, soit de faire très peu de chacun, en croyant que le MOOC leur enseigne quelque chose qu'ils croient déjà, ce qui est super intéressant. Mais lorsque ces chercheurs ont ajouté un moyen d'interagir avec le matériel en sus de la lecture ou du visionnement, ils ont vu que les étudiants apprenaient beaucoup plus, mais lorsqu'on leur laissait le choix, comme vous voyez en bas, ils choisissent de ne pas interagir avec le matériel, même quand ça leur est proposé. Donc, ce n'est pas seulement que les IA ne sont pas suffisants, c'est que les étudiants n'ont pas les connaissances qu'il leur faut pour choisir comment apprendre. Et vous le savez bien parce que vous les avez dans vos cours. Donc, le plus souvent, des étudiants choisissent de regarder la vidéo, de lire le texte et non pas d'interagir avec le matériel. Ils ne se rendent pas compte à quel point l'apprentissage passe par l'induction implicite, c'est-à-dire l'interaction avec le matériel. Il y a évidemment de différents niveaux d'implication, mais le niveau réception passive de l'information, ce qui est proposé par ChatGPT, dans la plupart des cas, ne suffit pas à l'apprentissage. Il faut des inférences, il faut une attention active, et en fait, et c'est à ça que je vais consacrer la plupart de mon intervention, il faut la co-inférence et la co-construction de connaissances. La différence entre l'information et les connaissances, c'est la co-construction avec autrui. Alors, comment trouver un chemin à travers tout ça aujourd'hui? Eh bien, pour moi, il faut revenir aux objectifs de l'éducation. Qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi est-ce que les étudiants se tournent vers l'IA? Pourquoi est-ce que nous tournons vers ces capacités informatiques? Ben, en fait, au fond, le plus basique et le plus important de nos espoirs pour nos étudiants, c'est d'améliorer les capacités humaines. C'est d'ouvrir des voies inattendues et inespérées aux étudiants. C'est de viser une acquisition des savoirs, mais pas seulement, aussi le développement de compétences et
qualité de caractère, persévérance par exemple, le désir d'apprendre, le désir de partager les connaissances avec autrui. Et tout ça provient d'une co-construction de savoir entre personnes ou entre l'humain et la machine dans les cas où il n'y a pas d'autres personnes. Et je dis dans les endroits ou les situations où il n'y a pas d'autres personnes parce qu'il faut garder en tête qu'il y a par exemple des enfants qui passent des mois et des mois à l'hôpital, parfois des années, par exemple des enfants qui ont des greffes, qui n'ont pas le loisir de faire de la co-construction pour la plupart. Donc il faut aussi avoir des moyens machines aussi bien que les moyens humains. Peut-être pour moi l'objectif le plus important pour la vie de chacun de nos étudiants, c'est d'instaurer une motivation intrinsèque pour l'apprentissage, c'est-à-dire le désir de s'instruire. Comme vous le savez, notre rôle, ce n'est pas de communiquer des faits, c'est de communiquer comment apprendre pour que chacun puisse apprendre la longueur de sa vie et s'il change de poste, par exemple, de se reskiller, comme on dit en français dans le texte, sans l'aide extrinsique de gamification, le désir intrinsèque d'apprendre. Avec tout ça en tête, est-ce que ceci est vraiment l'avenir de l'éducation? Est-ce que c'est une utopie de mettre tous nos étudiants face à des écrans, aussi intelligents les logiciels derrière ces écrans? Pour moi, c'est plutôt une dystopie. Pourquoi? Parce que ça implique que nos étudiants sont des vaisseaux et que nous versons des connaissances dans ces vaisseaux vides. Mais l'apprentissage n'est pas un produit qu'on délivre, qu'on livre à nos étudiants, c'est un processus. Malgré nos plus chers espoirs, on n'a pas la capacité d'ouvrir le cerveau de nos étudiants et de verser les connaissances qu'on espère leur donner. Tout ce qu'on peut verser, c'est des informations. Et comme je l'ai dit, l'information devient connaissance lorsqu'on interagit avec. Même Piaget, peut-être le psychologue du développement le plus renommé, a dit qu'on apprend en conciliant des perspectives contradictoires. C'est en se débattant avec des idées auxquelles on ne croit pas qu'on apprend. Et ça demande autrui. Donc, en bref, un IA aussi intelligent qu'il soit, comme ChatGPT, qui résume, qui synthétise, qui débite, n'enseigne pas. Et c'est ça qu'il faut garder en tête lorsque on se demande quoi faire avec ces moyens. Alors, comment faire? Puisque on sait que l'apprentissage passe par l'interaction et que la construction des savoirs est un exercice collectif, comment profiter de ça pour enseigner? Pour moi, ça passe par regarder les enfants dans leur contexte naturel. Ça commence avec les jeunes enfants où on voit tout de suite que les pères jouent un rôle privilégié. Et j'adore cette vidéo parce que les pères jouent un rôle privilégié, mais pas de la façon peut-être qu'on pense. C'est les enfants de maternelle. On leur a demandé de construire un pont de Lego. Bon, c'est ça le contexte naturel de l'apprentissage. C'est pas toujours beau,
c'est pas toujours joli, c'est pas toujours ce qu'on espère, mais ça marche. C'est très important. Car, à la différence des adultes, les pères n'ont pas peur de dire qu'ils ne comprennent pas. Les pères se regardent davantage, comme vous avez vu avec ces 2 petits garçons. Ils animent plus leur visage, ils donnent des retours sur ce qu'a dit l'autre, beaucoup plus que ne font les adultes. Ils se prêtent davantage attention que les dyades adultes-enfants. Les pères s'assistent, ils se dirigent, ils s'encadrent, ils négocient, ils s'affirment et ils se contredisent. Et chacun de ces moyens d'interaction joue un rôle essentiel dans l'apprentissage depuis le plus jeune âge. Et en fait, la connivence entre enfants, entre pères, enfin qu'ils soient enfants ou adultes, c'est ça qui leur permet de contredire sans difficulté. Ça explique peut-être pourquoi les pères arrivent à évoquer une réflexion plus mature que ne font des dyades enfants-adultes. C'est terrible pour les parents. À un moment, j'ai fait une étude où je comparais le travail entre enfants et le travail entre un parent et le même enfant, enfin cet enfant, et c'était triste. Les enfants apprenaient beaucoup plus face à d'autres enfants qui disaient « c'est nul ce que tu viens de dire, c'est bête, ça n'a pas de sens », que les parents qui disaient « oh c'est formidable, oh et puis quoi encore mon chéri ?» Ça aide pas, désolée. Donc, quel est ce rôle de la connivence? En anglais, on dit rapport, mais je l'appelle connivence, le lien social, le lien de confiance entre personnes. Quel est le rôle de la connivence entre pairs, enfants ou adultes? On sait que l'amitié entre élèves dans l'apprentissage collectif est corrélée à un meilleur raisonnement scientifique. Et la relation entre pairs est particulièrement importante pour les enfants en difficulté, tels les enfants issus de milieux défavorisés. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on a fait une étude sur des écoles expérimentales dans des quartiers défavorisés et on s'est basé, on a créé des IA qui formaient une connivence avec les élèves et par cette connivence passaient l'apprentissage. Et étonnamment, l'incivilité dans une situation de tutorat par pair prédit combien chacun va apprendre. J'ai mis enfants, mais comme vous allez voir, c'est également des ados, également des adultes. Donc, l'incivilité entre amis amène des gains d'apprentissage. Par contre, l'incivilité entre enfants qui ne se connaissent pas diminue des gains d'apprentissage. C'est une étude que j'ai faite avec une postdoc brillante et ça a fait de la peine aux instituts dans les écoles desquelles on a mené l'étude. Donc, l'IA comme père, que peut faire un IA comme père et non pas comme source, non pas comme expert? Est-ce que l'IA comme père peut encourager les étudiants de lutter avec le matériel, d'essayer et d'échouer sans gêne? On sait que c'est face à un chatbot que les étudiants ont moins peur d'échouer. Et échouer est essentiel pour apprendre, comme vous le savez bien. Ils peuvent enseigner, ils peuvent demander aux enfants d'étudiants de leur enseigner. C'est une perspective qui s'appelle Teachable Agent. C'est une perspective où c'est l'étudiant qui enseigne au chatbot une matière, et ça marche très bien. L'IA comme père peut encourager le débat entre pairs avec parfois une présence bienveillante virtuelle pour arbitrer. Et les IA comme pairs peuvent donner le goût de l'apprentissage pour continuer les leçons le long de la vie, y compris en cas de reskilling, comme j'ai dit.
Alors, moi, quand j'ai regardé ces études par d'autres personnes, quand j'ai regardé les contextes naturels, je me suis mise à faire une série d'études sur le tutorat par pair entre les enfants de 8-9 ans, entre les jeunes de 15-16 ans, et puis également entre les adultes lors du Forum mondial économique. Et comme vous verrez, en chaque cas, on suit la même démarche. On commence en regardant des personnes dans un contexte naturel. On n'est pas dans la pièce. Il y a des caméras, mais il n'y a pas d'expérimenteurs parce que les personnes agissent différemment lorsqu'il y a quelqu'un qui les regarde. On requiert des données, on les analyse en utilisant de plus en plus du machine learning, mais on ne va pas directement de ces données à une implémentation, on théorise, on modélise comment l'apprentissage a lieu dans ces contextes. Et puis on utilise ces théories et ces modèles pour implémenter des pairs virtuels, pour voir si nos hypothèses et nos théories de la démarche entre pairs est correcte. Et c'est cette implémentation de pairs virtuels, je vais vous en montrer quelques-uns, qu'on teste pour voir si les étudiants apprennent mieux face à un pair virtuel qu'à une source d'information. Donc, je vous ai montré déjà ce contexte. Voilà, je ne vais pas vous remontrer, malgré le fait que je peux le regarder la longueur de la journée. Je l'adore, cette vidéo. On regarde les adolescents. Je vais vous montrer deux adolescents qui ne se connaissent pas. On leur a demandé de s'aider dans un cours d'algèbre linéaire. Et c'est cette vidéo qui montre leur première rencontre. Like 1 minute, it's like the easiest thing ever, like those graphs, and then like just like small multiplication, division stuff. yeah, and then all of a sudden it's like Letters. letters, variables, you know. Yeah, and I don't really understand most of it. I mean, I understand this stuff, which is on my paper right now. I mean, I get that, but there's this weird transition in like the middle of algebra, like from algebra half to algebra 1. That is just ridiculous. Yeah. And, you know, sometimes it's really stressful for me, you know? Uh-huh. Like, don't like math. Don't like math. Yeah. I mean, the only... Voilà. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, ces ados qui se rencontrent pour la première fois font beaucoup de ce qu'on appelle autodivulgation, en anglais self-disclosure. Ils disent qu'ils sont nuls en maths, ils disent qu'ils ont peur, que c'est stressant, et ils parlent au même temps, ils se regardent dans les yeux, ils hochent la tête, et c'est ces comportements verbaux et non-verbaux qui construisent une connivence qui, par la suite, les aide à apprendre. On le voit sans cesse chez les adolescents, mais aussi parmi les étudiants en fac, qui, au début du cours, si vous écoutez autour de vous, font de l'autodivulgation négative. « Ah, je suis nul, le dernier test, j'ai complètement échoué », qu'ils aient échoué ou pas. Parfois, ils mentent pour faire comme s'ils ne comprennent pas parce que ça aide à la connivence. On a également regardé une situation où on a demandé à un groupe de 3 ou 4 jeunes de construire une machine fantaisie. En anglais, on appelle ça une Rube Goldberg machine, où on a plus de points il faut plus longtemps pour qu'une bille passe de haut en bas. Et on les a laissés seuls dans la pièce et on les a pris en vidéo. Pour chacun de ces situations, on annote les comportements
automatiquement et manuellement. Par exemple, on utilise un logiciel qui s'appelle OpenFace pour détecter automatiquement leurs comportements non verbaux. On a créé un logiciel qui détecte automatiquement l'autodivulgation positive et négative, et ainsi de suite. On regarde les comportements les plus fins, les plus même ridicules, les sourires, les regards des yeux, le regard croisé, la synchronie entre les corps et ce qu'on appelle les stratégies conversationnelles, la autodivulgation, le back channel, c'est-à-dire donner un retour à l'autre, parler de façon indirecte. Je pense que ça serait peut-être mieux, peut-être, de mettre 5 des deux côtés de l'équation, par exemple. Et ce moyen indirect, en fait, en passant, donne de meilleurs résultats entre étudiants en cours en fac que de parler de façon directe avec l'autre. Et comme je vous l'ai dit, on théorise, on modélise. Par exemple, ça fait très longtemps que je m'intéresse à la connivence en soi, parce qu'on sait que, par exemple, les vieilles personnes qui ont une connivence avec d'autres personnes de leur quartier, que ce soit le boulanger, le boucher ou les voisins, vivent plus longtemps et sont moins malades. Donc la connivence joue un rôle essentiel dans notre vie, mais ça joue un rôle aussi dans l'apprentissage. C'est par moyen de la connivence que se passe l'apprentissage. Pourquoi? Parce que apprendre quelque chose implique laisser savoir qu'on ne comprend pas. On ne peut pas apprendre si on ne divulgue pas son état de non-compréhension. Et ce n'est pas facile. Mais la connivence permet de dire « je ne comprends pas », ce qui permet l'apprentissage. Donc, entre ces deux jeunes, on a vu la connivence et ça leur a prédit une bonne performance sur la tâche. Et on a vu que les taquins et les insultes prédisent la connivence. Façon parallèle, pour ces enfants qui se challenge, qui disent « non, 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 il ne faut pas mettre la bille là, ça ne va jamais marcher. Non, c'est bête. Qu'est-ce qui te fait penser qu'on peut utiliser ça ?» C'est les autres enfants dans un groupe où il y avait ce genre d'insultes et de challenge qui ont fait monter leur curiosité. Donc, ça s'appelle un PCA, pour voir quel comportement monter la curiosité. Parce que la curiosité est essentielle. Et c'est quelque chose qui se perd, surtout dans des écoles où il faut faire passer des tests aux élèves, même dans la fac où il faut avoir un bon moyen, la curiosité peut se perdre. Alors, nous, avec mes étudiants, on a pris ces modèles et ces théories et on les a utilisés pour créer des IA. Et qu'est-ce que c'est qu'un IA sur le modèle des pairs qui travaillent ensemble? Je vais vous en montrer quelques exemples. Celui-ci, c'était l'étude que j'ai mentionnée tout à l'heure dans des écoles, dans des quartiers qui n'avaient pas forcément de très bonnes écoles. Et la question qu'on se posait, c'est si brainstormer en dialecte, par exemple comme le verlan, mais l'équivalent aux États-Unis, est-ce que ça jouerait un rôle positif ou négatif? Aux États-Unis, comme en France, les éducateurs refusent aux élèves ou aux étudiants d'utiliser le verlan. C'est pas accepté dans la salle de classe. Et donc, on a créé 2 IA, dont l'un faisait le brainstorming en ce qu'on appelle African American English, et le deuxième parlait que l'anglais de la classe. Et en fait, les résultats ont montré que des situations comme celle-ci. Well, maybe we should make it lower so it has less room to wiggle around. You took my idea, Alex. That was my idea because I... Nuh-uh. Yes, it was.
Alors, d'abord, c'est assez étonnant de voir un enfant qui n'a pas peur d'interagir avec un enfant virtuel. On leur dit, aujourd'hui, vous allez faire votre cours de sciences avec un enfant virtuel. D'accord, je vais où? Ils n'ont aucun problème là-dessus. Et ils taquinent même l'enfant virtuel. Voilà. Un qui est plus sérieux, ouais, je viens de vous dire ça. C'est un père virtuel dans un cours d'algèbre. Ça, c'est avec des enfants de 15 et 16 ans. Et je vais vous montrer 2 morceaux. Celui où l'étudiant rencontre le père virtuel pour la première fois, celui-ci. Hi, I'm Jaden. What's your name? I'm Sasha. It's nice to meet you. You as well. So what school do you go to? I go to Ellis. Oh cool, I go to Pa Cyber School. Cool. What grades are you in? I'm in 7th. Cool, me too. Cool. What do you do for fun? I like to draw. What about you? I like playing robot soccer. Alors, vous remarquerez que les agents virtuels que je crée ne sont pas réels. Et c'est exprès. On ne veut pas que les élèves pensent que c'est une vraie personne. On veut que ça soit clair que c'est un IA. Et d'ailleurs, l'IA dit « Ah, je suis désolée, je ne comprends pas, je ne suis qu'un IA, je ne comprends pas tout. » Mais ça n'empêche pas aux élèves d'interagir avec l'agent et d'y apprendre leur maths avec. Donc, regardons la partie maths. Nope, that's not quite right. Don't worry, I think these are hard too. Okay. Plus 9. Oh, 50. Yeah, I think that's right. Okay. So what do you think you should do next? I will divide by 10 and that'll get me x equals 5. Correct, I'm such a good teacher. Okay, let's go to the next one. I'm having a lot of fun working with you. Me too. Vous remarquerez aussi que le genre est ambigu. On passe énormément de temps à rendre le genre ambigu pour qu'on ne tombe pas dans des stéréotypes de genre nocifs. Ouais, ça prend du temps, mais enfin, on trouve que c'est important. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que ce n'était pas du tout ce qu'on pensait. En fait, il y avait une différence entre les élèves qui connaissaient l'algèbre avant et les élèves qui connaissaient moins, enfin les élèves forts en algèbre et les élèves qui n'étaient pas forts en algèbre. Ceux qui étaient forts en algèbre apprenaient plus d'algèbre mieux avec l'agent qui créait la connivence. Mais on avait 2 conditions. On avait une condition où l'agent créait la connivence et une condition où c'était que des maths. Les élèves qui étaient faibles en algèbre apprenaient mieux avec la version qui ne créait pas une connivence, qui allait direct vers les maths. On ne sait pas trop encore pourquoi, mais la connivence fonctionne mieux pour les élèves avec de fortes connaissances préalables. On pense que c'est peut-être une question de charge mentale, c'est-à-dire que ceux qui connaissent déjà ont de la place mentale, pour ainsi dire, pour créer de la connivence, et ceux pour qui c'est difficile n'ont pas, il n'en reste pas de charge mentale pour créer la connivence, mais on continue à regarder. Dans tous les cas, on a regardé les features dyadiques et individuelles qui jouent un rôle dans la performance par moyen de la connivence. On a vu que des petits détails, genre la vitesse à laquelle on parle. Lorsque les étudiants parlaient à la même vitesse, ils apprenaient mieux. Lorsque le pitch de leur voix était le même, ils apprenaient mieux. Par contre,
lorsque le tuteur regarde beaucoup autour de lui, c'est peut-être pas étonnant, ils apprennent moins. Et c'est ces petits détails qui nous incitent à créer des IA et enfin aujourd'hui de nos jours, à fine-tuner les LLM pour qu'ils parlent comme ça. Donc l'IA Compare, qu'est-ce que c'est? C'est un partenaire. C'est pas toujours poli, c'est pas toujours d'accord, c'est même pas toujours centré sur la tâche. Mais le rôle d'un partenaire dans l'apprentissage, c'est de toujours provoquer et entraîner l'acquisition de connaissances et le désir d'apprendre. Et c'est ça notre but. Vous allez demander si on peut donner ces partenaires éducatifs à nos étudiants et partir. Est-ce que ça rend l'enseignant superflu? Non, visiblement. Comme vous avez vu, les étudiants font de mauvais choix et continuent de faire de mauvais choix face à ChatGPT et compagnie, comme ils ont fait des mauvais choix face au MOOC. Ils demandent des résumés, ils ne regardent pas si ChatGPT a raison ou tort, et c'est un grand problème. Et c'est au système d'éducation et aux enseignants de donner le discernement, une des valeurs les plus importantes de l'éducation quand même. Et pour ainsi faire, pour moi, il faut commencer dès le plus jeune âge à aider les enfants, les élèves, les étudiants à comprendre les enjeux éthiques, sociologiques, économiques, psychologiques des systèmes d'IA, surtout pour les IA génératives. Mais qu'on laisse les IA évoquer le désaccord, le débat et l'esprit critique. Et c'est à nous aussi de renverser le différentiel de pouvoir pour que ce soit l'étudiant qui enseigne à l'IA et non pas l'inverse, ce qui permet à l'étudiant d'utiliser son discernement pour comprendre le matériel à un niveau qui lui permet d'enseigner. En fait, ce que ça nous donne le devoir de faire, c'est de se charger de l'incapacitisation. Incapacité, c'est-à-dire donner à une génération de citoyens les connaissances de naviguer la masse d'informations pour en créer des savoirs, qui soient capables d'employer l'IA à leur fin et non pas eux d'être la moteur des IA, et qu'ils ont un sens aigu de discernement. C'est ça notre rôle, et je pense que ça va être notre rôle pendant très longtemps. Juste donc un petit mot, et puis on va terminer parce que je vais avoir vos questions. Je vous ai parlé de connivence et le rôle important de la connivence, mais en fait, je n'ai pas dit tout à fait toute l'histoire, parce qu'il y a deux types de connivence. Il y a la connivence qu'on voit parmi nos étudiants qui sont faibles et qui préfèrent papoter que faire le travail qu'on leur donne à faire. Et il y a aussi la connivence qui instaure une confiance pour qu'on puisse admettre qu'on ne sait pas. Mais comment distinguer entre ce que j'appelle la connivence productive et la connivence non productive? On a lancé récemment une étude neuroscientifique pour utiliser les données neuroscientifiques pour comprendre l'équation parfaite. Quels comportements sont impliqués dans la connivence productive? Comment savoir quels comportements implémenter dans l'hypervirtuel? Et pour ça, on utilise une technique qui est assez nouvelle, ou pas tout à fait nouvelle, mais de plus en plus performante, qui s'appelle hyperscanning. L'hyperscanning, c'est la capacité de connecter deux personnes à la même machine neuroscientifique. C'est-à-dire de mettre des casquettes sur deux personnes et de regarder la synchronie cérébrale, la synchronie entre leurs ondes cérébrales. On a commencé il y a 18 mois.
On a fait une pilote avec des jeunes entre 11 et 14 ans, avec leur père, en utilisant le FNIRS, qui est un système de neurosciences, enfin un machin neuroscientifique, qui n'utilise pas les électrodes, ça utilise les bouts comme des petites lumières qui traversent le crâne et qui nous permettent de voir la vitesse à laquelle passe le sang, et c'est comme ça qu'on mesure le travail cérébral. C'est non invasif, alors ça utilise l'infrarouge, ça mesure l'oxygène du sang. Et en faisant cette étude, donc, on a connecté 2 personnes par leur casquette que vous voyez là à la même machine, mais ces 2 personnes étaient dans 2 pièces différentes. Et comme pilote, on a utilisé, je pense que ça s'appelle en français Qui suis-je ou Qui est-ce? Qui est-ce, le jeu Disney? Voilà. Ouais. Et on a créé une version sur ordi où ils devaient collaborer pour choisir le bon personnage suite à des indices. Et ils ont fait ça, ils ont fait le jeu de façon solo, et puis ils ont fait le même jeu de façon collaborative, et on a regardé les moments de synchronie cérébrale. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup plus de synchronie cérébrale lorsqu'ils collaborent. Ce qui est passionnant. On est les premiers d'avoir regardé ça entre pairs de jeunes. Ça a été fait avec parents-enfants, mais jamais avec 2 enfants de jeunes. Donc on continue à faire, et je me permets de vous donner, voilà, cela, parce qu'on cherche des participants en fac, et j'aimerais bien que les étudiants de Dauphine participent d'une façon ou d'une autre. Je pense que vous allez avoir les diapos, donc vous allez pouvoir voir le lien. Merci beaucoup, merci pour cette intervention absolument passionnante, qui nous mène vraiment à réfléchir. Et je vais tout de suite, j'ai une question à vous poser après, mais je vais passer la parole au premier discutant, qui est Jamal Latif, professeur d'informatique à Dauphine et spécialiste aussi d'IA. Oui, merci infiniment Justine. C'était comme je reprends les mots de Mauve, c'est très passionnant et très intéressant d'avoir un peu cette perspective large de l'usage, alors au sens large de la technologie, plus particulièrement de l'IA, au service des apprentissages. Et on voit bien que il ne suffit pas juste de se mettre face à un outil qui puisse résumer l'information, nous délivrer de l'information qu'on va apprendre. Donc, moi, j'aime bien l'expression de l'induction passive. Induction pas passive. Pas passive, mais c'était implicite, pardon, l'induction implicite. Oui. Parce que c'est un terme que j'utilise moi dans mes cours quand j'introduis l'apprentissage automatique. L'apprentissage, c'est une science de l'induction. C'est comment faire émerger un ensemble de règles à partir des observations. Et je pense que c'est aussi ça l'apprentissage, c'est comment faire émerger un ensemble qui va à l'opposition de la mémorisation tout court, enfin, apprendre par cœur. Nous, on est confrontés à une situation, là en l'occurrence, comme gouvernance, d'où le but de ce séminaire et de ton intervention. Voilà, donc on est dans une situation où on a tous nos étudiants utilisent des outils, pas de la façon ni de la plus correcte, ni de la plus optimale par ailleurs. Donc on est devant un état de fait. Donc ils l'utilisent pour leurs devoirs, ils l'utilisent y compris, alors voilà, pour corriger peut-être une mauvaise perception, il ne s'agit pas juste de rédiger des rapports. On a des étudiants qui utilisent ces outils-là et qui deviennent de plus en plus performants pour faire des exercices de mathématiques. Peut-être parce qu'on leur pose des exercices pas très difficiles, mais en tout cas, on ne peut pas poser ces questions très difficiles à nos étudiants parce que ce n'est pas de leur niveau. Donc voilà, donc on est devant cette situation-là, c'est utilisé de façon très massive par nos étudiants. Et donc ça nous questionne, nous, en tant qu'enseignants, que faire? En tant qu'enseignant, en tant que gouvernance, que faire? Que faire devant cet état de fait? Quelle est la meilleure démarche à suivre? On n'a pas le temps
et on a vu, enfin, on n'a pas le temps d'expérimenter le bon usage de ces outils-là tels que tu l'exposes. Moi, j'adhère complètement. Comme on n'a pas su prendre le temps, depuis 20 ans, 30 ans, à utiliser ce qu'on a appelé dans le temps les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, au service des apprentissages. On n'a jamais réussi. On n'a jamais réussi à implémenter même pas 5% de ce que tu exposes. Et ça me semble difficile d'implémenter dans de l'enseignement de masse, dans une université. Enfin, on ne peut pas l'implémenter. À la fois parce qu'on a des collègues qui sont averses au changement, il faut le dire, parce que ça a un coût et parce que ça nécessite une transformation profonde de tout le système éducatif. Donc, c'est peut-être une question difficile, mais que faire? Qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors, je suis une seule personne et on n'a pas les mois et les mois qu'il faudrait pour répondre à cette question. Mais je dirais que ce qui marche le mieux avec mes étudiants, c'est leur demander de trouver les failles pour qu'ils deviennent conscients des failles, ce qui est super important, et qu'ils passent leur temps à dénicher en quelque sorte ce qui est sous-jacent à ces systèmes. Ça joue un double rôle, d'abord parce que tout citoyen doit aujourd'hui comprendre comment ça marche, et parce que, en comprenant, ça a l'air, enfin, dans ce que je vois, dans ce qu'ont fait d'autres personnes, ça amène l'étudiant à comprendre que c'est pas parfait et qu'il faut tester. Et c'est en testant aussi qu'on apprend. En fait, c'est une manière d'apprendre. Donc ça, c'est un moyen parmi les milliers qu'il va nous falloir. Pour l'anecdote, ça vient d'un collègue à moi, Yann Chevalat, que je cite ici. Finalement, on passe plus de temps, nous, à utiliser ces outils-là pour trouver un examen dont la correction va être difficile par le même outil. Donc comme ça, on sait que si on donne cet examen à nos étudiants, ils ne vont pas s'appuyer sur un ChatGPT ou Mistral ou quoi, pour que ça soit impossible à faire par un LLM. Du coup, finalement, ça nous rajoute plus de travail à nous que ça ne le facilite. Pardon. Oui, tout à fait. Merci Jamal. Pierre Laniré, délégué à l'innovation pédagogique et qui a conduit le groupe de travail sur l'impact de l'IA sur nos pédagogies et nos façons d'entrevoir l'enseignement, mais aussi l'apprentissage. Merci beaucoup Justine pour cette intervention. On a vu des dispositifs très impressionnants, des dispositifs expérimentaux très impressionnants, surtout les derniers, avec des casques qui surveillent les connexions dans le cerveau. C'est assez bluffant. Dauphine est une fac qui a beaucoup innové sur le plan pédagogique, un peu historiquement, aussi pour des contraintes un petit peu immobilières. Dauphine était dans les locaux dans lesquels nous sommes actuellement, qui sont l'ancien locaux de l'OTAN, et qui n'étaient pas des espaces à l'origine pensés comme des espaces collaboratifs, de brainstorming, etc. Et donc il y avait très peu d'amphi, et ça a amené à des réflexions sur la pédagogie à l'université, liées plus à des pédagogies par petits groupes. Donc c'est quelque chose qui est assez dans l'ADN de l'université. Aujourd'hui, c'est vrai, pour reprendre un petit peu ce que disait Jamal, je pense qu'il y a une forme de dépassement dans les usages par les étudiants, c'est-à-dire que les étudiants utilisent ça au quotidien, ils discutent dans l'ascenseur de comment ils se sont fait expliquer telle ou telle notion de droit, d'économie ou de mathématiques par ChatGPT hier au soir, et ils se les expliquent aussi entre pairs. Donc ça serait vraiment intéressant par rapport au champ de recherche dont vous avez parlé. Je réagissais sur l'idée de ne pas gamifier. Gamifier, c'est l'idée de rendre les expériences pédagogiques un peu ludiques, comme on peut l'imaginer, le sont les expériences de ces étudiants, de ces élèves qu'on voit dans les vidéos, confrontés pour une après-midi à un outil très sophistiqué, une manière très originale d'enseigner. Je me demandais pourquoi est-ce que la gamification, c'était quelque chose de négatif? Est-ce que c'est quelque chose qui nuit à l'apprentissage? On a, nous, l'impression souvent que gamifier, c'est la manière de garder les gens, les étudiants, surtout du supérieur, attentifs, éveillés, impliqués. Ouais. Et c'est une très bonne question. La gamification, c'est exactement comme la médecine qu'on fait passer avec le sucre. Et ça se retourne contre nous à la langue. Parce que dire, en fait, on est en train d'enseigner aux étudiants que apprendre n'est pas sympa, n'est pas intéressant, ne vaut pas la peine, et donc il faut leur forcer de le faire en l'accompagnant de bonbons.
Et ce n'est pas le but. Et c'est très court terme. Et toutes les études ont démontré que des rewards extrinsiques se retournent contre nous parce que, justement, ils inculquent pas le désir d'apprendre, ils inculquent l'idée que apprendre vaut rien. C'est en cours. Merci beaucoup. Mathias Manot, qui dirige le Centre d'innovation pédagogique de PSL. Pour commencer, avant tout, merci. C'est important. Merci aussi à l'organisation, parce que c'est important qu'on puisse parler pédagogie dans nos écosystèmes et que ce soit au niveau des gouvernances ou des enseignants, les retours qu'on peut avoir, c'est on ne le fait pas assez. Donc encore une fois, merci de nous permettre d'en discuter. Ce que je retiens aussi de votre présentation, c'est que finalement, là c'était orienté sur l'IA, mais vous avez évoqué que c'est une problématique qui revient régulièrement, que la vraie question c'est comment on enseigne et comment ils apprennent. Et donc on essaye aussi de travailler là-dessus. Moi peut-être ma question elle est complémentaire à celle de Jamal, ça serait comment on fait pour faire des expérimentations dans l'enseignement supérieur. Vous avez présenté des résultats qui étaient plutôt orientés sur des enfants ou du scolaire. On essaye de faire un peu la même chose à notre échelle au niveau du centre et on n'est pas un centre de recherche. Donc on fait le lien entre la recherche et les enseignants pour leur dire voilà, il y a des résultats de la recherche, mais je pense qu'on parle d'un métier aussi de praticien et qu'il faut les convaincre par la pratique. Et donc probablement d'évaluer nos pratiques d'enseignement dans le supérieur participerait à en convaincre certains. Donc si vous aviez des pistes pour faciliter cette évaluation et ces tests, surtout au niveau du supérieur, ce serait super. Merci. Alors, évidemment, vous le savez, on ne peut pas l'interdire. C'est impossible. Donc ça ne va pas marcher. Interdire, c'est perdu d'avance. Mais dans ce que je lis, dans ce que je vois autour de moi, le méta-enseignement a l'air d'être un bon moyen de procéder, c'est-à-dire d'allier chercheurs, enseignants et étudiants dans la recherche d'un enseignement qui fonctionne comme il faut dans le contexte d'aujourd'hui. Dans tous les cours, et ce n'est pas seulement dans les cours d'informatique, bien que dans les cours d'informatique, c'est hyper intéressant à faire, mais dans tous les cours, dans des cours d'économie, amener nos étudiants à nous aider à trouver les meilleurs moyens d'enseigner avec ces outils, en leur donnant des évaluations à eux suite aux moyens qu'eux y trouvent. C'est impliquer nos étudiants dans ce qu'on fait, parce que c'est comme si on est derrière l'écran et on essaye de bouger les choses pour que ça semble bien. Ça ne semble pas bien, on a tous peur. On est tous mal à l'aise. On sait, personne ne sait ce que sera l'enseignement demain. Mais comme avec la calculatrice, ça n'a pas tué les maths et les IA génératives ne vont pas tuer l'enseignement. Ça ne va pas se faire. On a peur à chaque fois. Enfin, si Socrate avait peur de l'écriture, eh ben nous, on peut apprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir peur à un tel point de nos nouveaux moyens. Mais donc il y a des centres de recherche qui sont centrés que sur ces questions et ce qui a l'air de marcher très bien, comme je dis, c'est d'impliquer, c'est de faire des groupes de chercheurs, enseignants, étudiants. Merci beaucoup. On va donner la parole à la salle d'abord qui est présente. C'est une prime au présent. Et puis ensuite, on prendra les questions qui sont posées sur le fil de conversation. Mais juste une question vraiment de précision. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans les expériences que vous faites sur les couples, les dyades, les paires. Oui. Est-ce que, pas virtuel, réel, mais réel, oui. Comment vous les choisissez de manière aléatoire ou est-ce qu'il y a des aléatoires, d'accord. Et ensuite, comment ça se transpose sur les paires virtuelles? Comment sont choisis les profils des virtuels? Parce qu'ils parlent le verlan, ils parlent etc. Est-ce qu'il y a, comment vous faites pour éviter les biais de proximité? Justement, on passe beaucoup de temps à essayer d'éviter les biais. En ce moment, on est en train de faire une nouvelle plateforme
un système de dialogue qui implique les LLM. Et je travaille avec un animateur, le même animateur depuis plus de 10 ans maintenant, qui est en train de créer un agent virtuel qui soit de genre ambigu et d'ethnicité ambiguë, justement pour éviter les biais. Et on a déjà passé un mois à regarder des exemples, la couleur de la peau, la forme du nez, enfin, on passe énormément de temps là-dessus pour que les étudiants ne choisissent pas que ça soit le même agent virtuel et qu'eux, ils peuvent transposer sur cet agent virtuel leurs propres croyances. Donc ça, c'est ça. Mais l'étude qu'on fait avec les neurosciences en ce moment, le but de cette étude, c'est d'aider aux enseignants de former les groupes de travail. Parce qu'on dit tous à nos étudiants, formez des petits groupes, mettez-vous en petits groupes. Faut pas papoter, vous êtes là pour travailler. Et bien en fait, le papotage, ça joue un rôle important dans l'apprentissage. Et puis, on n'a aucune idée comment former ces groupes. Il y a très, très peu d'études là-dessus. Et ce qu'on espère avec cette étude neuroscientifique, c'est d'avoir des pistes vers la formation de diades et de groupes. Merci pour votre réponse très précise. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Grégoire, tu n'as pas de questions? Moi, j'ai une remarque. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Trojet Inès, enseignante-chercheuse en économie à l'École supérieure des professions immobilières, l'ESPI Paris. Merci à l'Université Paris-Dauphine pour le choix de sujet et merci Madame Cassel pour votre présentation très intéressante. Je vous rejoins par rapport donc à tout ce que vous avez dit et surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'articles qui parlent d'aspects négatifs de l'IA sur l'enseignement supérieur. Est-ce que l'enseignant peut disparaître dans quelques années? Est-ce que l'IA peut nous remplacer? Donc, moi, en lisant donc, les articles, j'avais un peu peur, mais en vous écoutant aujourd'hui, je me sens un peu rassurée. Également, la question que je me pose aujourd'hui, surtout par rapport à l'encadrement des étudiants, que ce soit en bachelor ou en master 2, c'est vrai qu'on ne peut pas leur interdire l'usage de ChatGPT et d'autres moyens. Vous avez parlé tout à l'heure de mettre les étudiants en groupe. Moi, ça m'est arrivé de les mettre en groupe pour travailler sur un sujet. Et ils vont sur ChatGPT, ils mettent directement, par exemple, l'impact de l'IA sur le secteur immobilier. Et l'IA leur propose directement un sujet avec des sections, des sous-sections bien précises. Madame, on a fini. Oui. Donc, je leur demande, est-ce que vous pouvez développer plus? Moi, aujourd'hui, le problème que je rencontre par rapport aux étudiants qui sont très connectés et nous, en tant qu'enseignants, donc on a reçu un autre mode d'enseignement, c'est comment nous pouvons nous adapter à cette génération. Et surtout, merci d'avoir incité sur l'adaptativité. Juste une toute dernière remarque. J'ai demandé à mes étudiants de chercher, par exemple, le poids de l'immobilier dans l'économie française, allemande, américaine. Directement ChatGPT. Je leur ai montré, voilà, certaines données que vous avez trouvées sont fausses. Donc, il faut toujours vérifier ce que vous avez trouvé par rapport aux outils d'IA. Merci pour votre question. Oui. C'est tout à fait cette recherche de sources premières qui est très importante dans l'utilisation de ces moyens. De leur demander les sources, de leur demander de vérifier que c'est ça, de leur demander d'expliciter chaque opinion dans ce qu'ils ont fait. ChatGPT, pour l'instant, n'en est pas capable. C'est souvent faux. Et ça vaut la peine. Moi, je demande... Enfin, j'ai trouvé un nouveau jouet. Il paraît que ce n'est pas encore disponible en France, mais je l'ai montré tout à l'heure à Pierre. Intégré dans ChatGPT, il y a maintenant un LLM. Dans WhatsApp, voilà. Dans WhatsApp, il y a Llama 3,1, qui est très performant. Et ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai pu dire, j'aimerais des exemples de craintes antiques sur le rôle des technologies dans l'éducation. Donc, j'ai eu une série d'exemples. Et ensuite, j'ai dit, je veux les sources premières.
et j'ai eu les sources premières que j'ai regardées. Demander des sources premières, demander d'expliciter la perspective de chacun, ça fait partie de l'apprentissage, de comprendre les différentes perspectives, mais ça nous aide aussi à vérifier qu'ils comprennent ce qu'ils font. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas, hein, vous avez... Oui? Tu as une question? Tu veux poser une question? Ne te frustre pas. C'est ça. Je demandais si la confiance que font nos étudiants à ChatGPT, mais avant à une page web trouvée FISA sans vérification, ça vient pas aussi de nous, dans la mesure où on va faire un cours, imaginons qu'on fasse un cours magistral, il y a toujours une partie magistrale dans nos cours quand même, un petit peu, ne serait-ce qu'en introduction. Voilà la connaissance, c'est la parole du prof, ou de la science, et après on va appliquer. Et donc on induit cette vision un peu hiérarchique, voire sacrée, c'est la même étymologie d'ailleurs. Et après, finalement, si on veut se rendre un peu indépendant du prof, on va essayer d'aller trouver des autres sources, mais les autres sources, elles fonctionnent comme ça aussi. Et puis hiérarchiquement, on va dire c'est écrit dans le web, ou c'est écrit, ou c'est ChatGPT qui le sort, donc c'est bon, quoi. Donc je me demande si une manière de donner cet esprit critique, c'est d'être un peu moins professoral, finalement. Et très personnellement, je ne sais pas si j'ai raison, peut-être que vos recherches pourraient m'éclairer là-dessus, ça m'arrive de présenter des supports où j'explique aux étudiants que, là, il y a une connerie, hein. Elle est où? Ou dire, c'est peut-être pas parfait comme représentation, mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, des choses comme ça, ça déstabilise un peu, hein. J'ai parfois des promotions qui disent... Puis après, ça peut aider à les décoincer un peu. Mais il faut aussi se dire que on n'est peut-être pas assez libre dans notre pratique, dans notre relation et dans nos essais peut-être imparfaits de connivence avec les étudiants. Je ne sais pas si ça a de la valeur ou pas, mais en tout cas, moi, j'essaie comme ça décoince des situations. Je trouve que c'est tout à fait juste ce que vous dites. D'abord, en passant, je vous rappelle tous qu'il y a 15 ans, nos étudiants trouvaient des sources premières qui s'avéraient être des papiers par des lycéens. Enfin, ça a dû vous arriver comme ça m'est arrivé. Dans un papier, ils disent quelque chose, je dis ça n'a pas l'air juste, ça. Vous pouvez me montrer la source première? Et c'est un papier que quelqu'un a mis sur son blog, qu'il avait écrit. Bon, donc ça, c'était le cas. Et ça n'a pas cassé l'enseignement non plus. On est encore là aujourd'hui. Mais j'ai parlé au milieu de ma présentation de changer le différentiel de pouvoir entre l'étudiant et le chatbot. Et je pense que vous avez tout à fait raison. On se présente comme étant des oracles. Et si on est des oracles, ChatGPT aussi est un oracle. Chez INRIA, on a quelque chose qui s'appelle un prédoc. Les étudiants qui viennent d'un master peuvent faire 6 mois ou 1 an avant de commencer la thèse. Et je viens de virer quelqu'un, enfin je ne l'ai pas accepté pour la thèse, parce qu'à plusieurs reprises, je lui ai demandé des revues de la littérature. Il a fait une revue et je lui ai demandé quelles étaient les failles dans ces papiers. Qu'est-ce que toi, tu vas faire par la suite? Comment tu vas bâtir ton travail sur le travail de ces personnes-là? Qu'est-ce qui reste à faire? Et il n'était pas capable de le faire. Il n'était pas capable. Et à un moment, il a dit, je dois moi aussi trouver des failles, comme si ça n'avait pas de sens. Donc, il est hyper important que le pouvoir entre nous et nos étudiants soit un modèle pour le pouvoir entre eux et ChatGPT. Très bien. Merci beaucoup.
Merci pour ce conseil. Il faut qu'on prenne des risques là pour inverser et diminuer son pouvoir sacré d'oracle pour passer à autre chose. Merci Grégoire. Merci beaucoup pour l'intervention, très intéressant. J'aimerais bien revenir sur la différence entre personnalisation et adaptativité. Et notamment, il me semblait qu'un des intérêts de ces outils, c'est qu'ils pourraient nous permettre de mieux connaître nos étudiants. Je pense que dans toutes les écoles, on connaît en fait assez mal nos étudiants. On a les données un peu générales dont vous parliez, évidemment, nom, prénom, âge, etc., les notes. Mais en fait, on ne les connaît pas personnellement comme un professeur de lycée pourrait connaître ses étudiants parce qu'il les voit très régulièrement. Et donc, quand ils interagissent fréquemment avec des LLM, on pourrait se dire que toute cette base de données d'interaction individuelle entre un élève et un LLM, c'est une base de données dont on va pouvoir extraire de l'information très précieuse et qu'on va pouvoir renourrir à d'autres interactions futures. Donc, peut-être ma première question, c'est quoi vraiment la différence entre personnalisation et adaptativité? Et puis ensuite, quelles sont, selon vous, les informations intéressantes à retirer de ces interactions pour pouvoir ensuite faire des meilleures interactions à l'avenir? Oui, très bien. Alors, la personnalisation, c'est la tentative de créer une image d'un étudiant basée sur des choses plutôt superficielles, comme par exemple genre âge, etc. L'adaptativité, c'est le changement tout au long de notre relation avec un étudiant, des moyens qu'on utilise pour expliquer, que ce soit avec nous ou qu'avec une machine, qu'on voit quel problème leur pose le plus problème, où est-ce qu'ils ont besoin d'indices, et d'utiliser ces données pour changer notre manière. On le fait automatiquement, nous tous. On n'enseigne pas à une centaine d'étudiants, enfin dans des petits cours, évidemment dans des cours magistraux, c'est ça. Mais avec nos doctorants, par exemple, on a toujours en tête que chaque personne a du mal avec des choses différentes, comment comprendre. Et ça, c'est l'adaptivité chez nous. Et les données qu'on peut extraire de ces systèmes sont extrêmement intéressantes pour ce genre d'adaptivité. Ce qu'il faut, c'est des petites données. On parle beaucoup de grandes données, d'énormes bases de données. Mais pour ce genre de choses, il faut des small data. Ouais. Okay. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Sinon, je donne la parole à Florence pour restituer les questions qui sont sur le fil de conversation. On t'entend pas. Ouais. Oui, là c'est mieux. Voilà. Une première question concerne, en fait, par rapport à cette question de la vérification des sources premières. On a des personnes qui suivent cette conférence qui font partie des personnels de nos bibliothèques et qui s'interrogeaient finalement sur le rôle des bibliothécaires aujourd'hui dans les universités pour contribuer à cette vérification des sources. Oui, c'est formidable d'avoir des bibliothécaires chercheurs, des bibliothécaires qui s'intéressent à ce genre de questions. C'est extrêmement important. Inviter des bibliothécaires dans son cours pour parler exactement de ce que c'est qu'une source première, qu'est-ce qu'on fait avec des sources premières, ça va loin dans ce qu'on discute là. Puis, on a deux autres questions qui concernent plutôt les métavers. L'idée de savoir d'abord ce que vous pensez, vous, de cette expérience immersive par rapport à l'expérience d'apprentissage. Et puis, une question complémentaire qui est de savoir s'il y a des études qui montrent l'impact de l'utilisation des avatars sur les apprentissages. Alors, métaverse, je ne suis pas pour l'instant. Parce qu'on apprend avec nos corps aussi bien qu'avec nos cerveaux. Le corps joue un rôle essentiel dans l'apprentissage depuis le plus jeune âge. Évidemment, les premiers concepts chez l'enfant, c'est des concepts corporels. Mais même nous, adultes, on regarde autour de nous, on utilise nos corps dans notre interaction avec autrui et avec l'information. Et donc, couper
avec nos corps dans l'enseignement, je ne vois pas l'avantage. Et c'est marrant que ça soit moi qui le dis parce que je crée des agents virtuels. Et j'ai, par le passé, créé des avatars. Mais je pense qu'on a encore énormément de chemin à faire avant que ça soit important, intéressant, utilisable pour l'éducation. Est-ce que ça répond aux deux questions à la fois? Oui, je pense. Oui. Merci. Je vous remercie à distance pour cette réponse. Merci. Merci beaucoup. Ben, je crois que... Est-ce que tu veux dire un mot, Jamal, pour conclure? Oui, un dernier mot quand même pour remercier encore une fois Justine, qu'on a la chance d'avoir avec nous. C'est grâce aussi à la dynamique Prairie qu'on a instauré. Donc, Justine a été la première chaire internationale tout de même. Donc, Prairie, qui est notre institut d'IA, donc qui est terminé. Maintenant, ça donne lieu à une deuxième phase qui est Prairie la Paris School of AI. Donc, c'est un endroit où désormais on a des chercheurs de haut niveau sur tout, on va dire, le spectre de l'IA, y compris des choses en lien avec les sciences cognitives, sciences d'éducation, que porte brillamment Justine. Mais aussi des formations d'excellence en IA. Donc, désormais, on va dire du post-bac jusqu'aux formations graduées, thèses, faites par des enseignants-chercheurs formés à l'enseignement et pas des touristes qui viennent dans le domaine de la formation. Donc ça, c'est important quand même. La pédagogie, c'est fait par... Il faut que ça reste quand même entre les mains de ceux qui sont passés par ce cursus-là, qui ont une formation, une habilitation à enseigner. Donc malgré l'arrivée des IA, il faut aussi se rappeler que ceux qui construisent le parcours pédagogique, ceux qui doivent assumer cette charge d'enseignement, ça reste des enseignants. Moi, ça ne me dérange pas, ce n'est pas une notion d'oracle, mais il y a quand même un tiers de confiance, un tiers qui, de la connaissance qui est le produit de la recherche, la transmet aux élèves. Donc on a besoin aussi de ceux qui fabriquent la connaissance. Donc on en est plusieurs. Donc dans notre, on va dire, dans notre maison commune qui est Prairie Paris School of AI, donc ça va de la recherche à la formation en passant par l'innovation. Et j'espère que c'est dans ce cadre-là qu'on pourra aussi avancer sur ces questions-là, sur l'IA pour l'éducation. C'est important qu'on travaille tous ensemble et en embarquant aussi les étudiants le plus tôt possible. Encore une fois, merci. Je laisse le mot de remerciement quand même à Moub qui a initié ce séminaire Agir. Mais merci beaucoup. Non, mais juste une précision. C'est PSL qui porte... oui, bien sûr. PSL, comme je suis président de PSL. Je n'oublie pas PSL. PSL, c'est nous, voilà. Et qui porte le programme Prairie qui va devenir Paris School of Artificial Intelligence. Et dans lequel, évidemment, l'INRIA et toute une série d'ONR, d'organismes nationaux de recherche, sont présents avec nous. Dans INRIA, ce que je viens de dire, oui. Et vraiment, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. On a envie de vous réécouter encore et de voir plus longuement les vidéos, les messages, les trucs. Voilà. Peut-être qu'on continuera à échanger. C'est extrêmement important que vous puissiez, vous qui êtes... J'adhère complètement à ce qu'a dit Jamal sur le fait qu'on est des enseignants-chercheurs, on fait de la recherche, on produit, c'est ce que vous faites. En fait, ce que vous nous dites, c'est ce que vous trouvez dans vos recherches. Après, vous nous dites, il ne faut pas qu'on ait des confusions, vous nous dites qu'il faut désacraliser le rapport de domination qui existe entre le sachant et celui qui apprend. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ça n'empêche que la production de la connaissance, elle provient de rituels. Vous avez dit à votre doctorant, travaille sur une revue de littérature et dis-moi les failles. Bah, si c'est juste pour une revue de littérature, qu'elle soit écrite à la main ou par ChatGPT, c'est exactement la même chose si on n'est pas capable de voir les failles. Mais donc, c'est bien la pratique de la recherche qui fait qu'on arrive à diffuser. Donc, non, juste, tu as raison de dire, attention, on ne confond pas le fait qu'on ne peut pas non plus s'improviser au même titre qu'un élève qui arrive, etc. Il y a une accumulation de connaissances, de recherche, que vous avez très bien exprimé. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour votre présence. À bientôt. Merci. Alors, le prochain séminaire Agir, c'est la semaine prochaine. Ils sont très rapprochés. Là, on a eu c'est un peu des aléas. Et c'est sur les problématiques de handicap, avec des chercheurs aussi qui travaillent sur les questions du handicap.
On sait que c'est fondamental qu'on progresse sur le sujet. On n'a pas assez progressé encore. Il faut qu'on prenne cette question vraiment à bras-le-corps. Merci et très bonne semaine à toutes et à tous. Merci Justine.